Non, pas lui. Voilà. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de The Geeksfiles. Alors avant toute chose, comme vous avez pu le voir, je suis surveillé par l'avocat de Adopi. Je suis un petit chaton qui ronronne oui, je suis Hippolyte de Grégueux, avocat d'Adopi. En effet, j'ai été envoyé pour vous surveiller. Et à la moindre erreur de votre part, crac, je sévis. Passe. Ça va pas bien dans sa tête. Bref, en fait, il est là pour me surveiller au cas où je vous inciterai au piratage de films, de musique ou de jeux, etc. Mais on va pas s'en occuper. Il est bien dans son coin, il est sage, il prend pas de place et il bave pas trop. Bref, alors aujourd'hui ça va être une vidéo un peu particulière parce que ça va être un top 5. Mon top 5 qui, selon moi, est quels seraient les 5 monstres les plus dangereux de la littérature ou du cinéma. Alors bien sûr, c'est subjectif. D'ailleurs, c'est une vidéo un peu qui sert à entamer une discussion sur ce sujet. D'ailleurs, dans l'espace commentaire, vous pourrez me dire, selon vous, quels seraient les monstres que vous craindrez le plus. En cas qu'ils existent, on ne sait jamais. Alors, sans plus attendre, on va commencer avec le 5e. Le zombie. Alors il y a deux types de zombies, on l'a vu déjà avec la vidéo du spécial zombie. Il y a le zombie de type Romero et les autres types de zombies. Les avantages du zombie, déjà, c'est qu'ils ne comprennent rien, c'est-à-dire ils n'ont aucun état d'âme, ils ne réfléchissent pas. C'est-à-dire ils pourraient tuer hommes, femmes, enfants, vieillards, animaux, ils s'en foutent royalement. Ils ne sont là que dans le but de tuer et de dévorer leurs victimes. L'autre avantage, c'est qu'ils sont pratiquement immortels, c'est-à-dire que vous pouvez les couper en deux, leur couper un bras et une jambe, ils s'en foutent, ils vont continuer à avancer vers vous, ils ne sentent pas la douleur, ils ne sentent pas la fatigue. Un autre avantage qu'ils ont pour eux, c'est qu'ils sont très très forts en horde, en nombre. Ils sont très forts, il vaut mieux pas tenter de les avoir. Maintenant, les inconvénients du zombie, qu'est-ce que c'est? Enfin, du moins du type Romero, comme je l'ai dit, ils sont très lents. C'est-à-dire que s'il y en a un ou deux, même une dizaine, on peut facilement arriver à passer entre sans se faire avoir. Et leur point faible, c'est bien entendu la tête. Si on parvient à leur détruire le cerveau d'une façon ou d'une autre, on les neutralise facilement. Cependant, ils restent quand même redoutables et il ne faut surtout pas les sous-estimer. Après, il y a les autres types de zombies, alors beaucoup les appellent les infectés. Moi, je vais prendre en particulier le type de zombie qu'on voit dans un seul film, c'est le film Le Retour des Morts Vivants, j'ai déjà discuté. Alors selon moi, c'est vraiment le zombie le pire qui existe. Pourquoi? Simplement parce qu'ils sont totalement immortels. Qu'on les découpe en morceaux, qu'on leur perce la tête, ils ne mourront jamais. Vraiment le seul moyen qui existe dans le Retour des Morts Vivants pour se débarrasser des zombies, ce serait de les brûler jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un tas de cendres. C'est vraiment le seul moyen. Alors l'avantage de ce zombie, déjà, c'est qu'ils ont eux conservé une partie de leur mémoire et de leur intelligence. Mais bon, ça va pas très loin, mais ça peut quand même servir à faire des pièges. On peut voir des zombies, par exemple le zombie du baril qui sort du baril, se servir d'un treuil pour essayer de tirer une porte pour atteindre sa victime. Il faut savoir aussi que dans ce film, ils se nourrissent uniquement de cerveau humain. C'est tout. Rien d'autre. Ils ne veulent que ça. Ils sont très intelligents, donc on a vu le zombie qui peut ouvrir une porte grâce à un treuil. On peut voir au moment un flic qui se fait zombifier,
qui se sert de son costume de flic pour faire arrêter des voitures de flics, ainsi pour faire un traquenard à les bouffer. Ils sont vraiment très intelligents. Ils ont une autre capacité, c'est donc de parler. D'ailleurs, ils se servent de cette capacité pour piéger des humains. Par exemple, on peut voir avec les polices ou les ambulanciers, quand la radio émet un appel, ils se servent de la radio, envoyer plus de flics, envoyer plus de médecins, etc. Ils ont un autre avantage, et pas des moindres, c'est qu'ils peuvent plus ou moins, selon l'état de décomposition du zombie en question, courir, ou du moins se déplacer très vite. Et là, ça devient vraiment très dangereux, sachant qu'ils sont, comme je vous l'ai dit, immortels. Par contre, l'inconvénient qu'il y a, c'est pas vraiment avec le zombie, mais c'est avec la moyen de reproduction du zombie. Là où les zombies de type Romero, qu'on peut voir dans les films comme La Nuit des Morts Vivants, Zombie, Le Jour des Morts Vivants, ou même la série Walking Dead, c'est qu'une simple morsure ou une égratignure, ou même le simple fait de mourir et de revenir, vous fera de vous un zombie. Dans Le Retour des Morts Vivants, c'est totalement impossible. Le seul moyen de devenir un zombie, c'est d'entrer en contact avec le produit chimique qui s'appelle le trioxyne 245, qui se situe dans un des barils, donc, qui a été percé au tout début du film. Donc, sans vous spoiler le film, au cas où vous virez dans une grotte et que vous ne l'avez pas vu, au tout début, il y a jeune Freddy Travis qui travaille dans un entrepôt de fourniture médicale, et donc par hasard, il s'avère que dans les sous-sols de l'entrepôt, il y aurait des barils qui contiendraient des morts vivants, réanimé grâce à un gaz qui s'appelle le trioxyne 245. Donc sans faire exprès, il le perce, le baril, ça se répand et ça réanime un cadavre qui est dans la chambre froide. En voulant se débarrasser de celui-ci dans le four du crématorium, ils ne font pas attention, mais en effet, le corps va brûler, mais le problème c'est qu'il est imprégné de ce produit. Et donc ça va faire une fumée qui va se répandre dans les nuages de pluie, et pof, la pluie tombe et ça ressuscite tous les morts qu'il y a dans le cimetière voisin, mais également toutes les personnes qui sont en contact avec, tous les morts qui sont les victimes, les morts vivants qui sont en contact avec la pluie contaminée. Et donc c'est le seul moyen pour les morts vivants de se reproduire, contrairement aux autres films où une morsure, une griffure fera de vous un futur zombie, à moins que vous puissiez vous amputer. Voilà, dans ce film, c'est le seul moyen pour eux de se reproduire, c'est de faire entrer en contact une autre victime avec soit le gaz physique, soit une eau contaminée par exemple. C'est donc ça le point faible. Le point faible, c'est donc qu'il peut y avoir qu'une petite proportion de zombies. Il ne peut pas y en avoir des millions comme dans Walking Dead par exemple. Pas toute la planète pourra être atteinte. Enfin, sauf si vous avez vu le film ou lu le livre, où là où ça tourne assez mal. Mais on va dire dans un cadre classique, ce serait juste le baril qui se mettrait à fuir. Bon, tous ceux qui sont dans le coin, tous les morts qui sont dans le coin se transforment en zombies, et tous les vivants qui inhaleraient le gaz se transforment en zombies, mais ça s'arrêterait là. Bref, voilà pour le zombie. Alors en quatrième position, moi je dirais l'alien, ou aussi appelé le xénomorphe. Alors l'alien qu'on a vu dans les films avec Sigourney Weaver. Alors bon, je vais pas vous m'étendre sur l'historique de l'alien et vous dire d'où ça vient et tout ça, mais c'est un alien, un extraterrestre donc, qui a la particularité, le point fort de l'alien déjà, c'est la particularité, c'est qu'il ne fait pas de bruit. Enfin, sauf s'il tombe devant vous, vous allez le voir. Mais il peut se cacher pendant un long moment dans une pièce, par exemple remplie de tuyaux. Il va pas bouger, il va rester là, en un instant, il va attendre sa future victime, et puis l'atteindre et le tuer. L'alien, en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Enfin, on peut le savoir si vous avez suivi toute la saga sur lui. Mais il ne se nourrit pas des humains, en fait, il s'en sert juste comme hôte pour pondre ses œufs. Alors il va procéder de la façon suivante. Tous les humains qu'il estime, selon lui, comme étant dangereux, il va les tuer. Alors il peut les tuer de deux façons principales dans les films. Il se sert de la pointe qui est au bout de sa queue, comme un fouet et comme une pointe, pour les transpercer. Ou alors il peut se servir de sa seconde mâchoire en perçant le cerveau de ses victimes. Parce que l'alien est très intelligent. Il sait que le système nerveux des humains, donc le cerveau, c'est le point faible. On vient le détruire, c'est terminé. On tue l'humain en question. Donc il va chercher à tuer les humains guerriers, par exemple, ou ceux qui savent qu'il y a des armes, ils reconnaissent les armes qui peuvent le tuer. Et quant aux humains qu'il estime faibles, il ne les tue pas, il les attaque, il les kidnappe, il les met dans une espèce de gelée, et il va les inséminer principalement. Et alors ils peuvent être inséminés soit par l'alien en question, si c'est un alien femelle, ou alors par les autres petits aliens qu'on appelle les facehuggers. Vous savez, ces petits aliens en forme de main qui se collent au visage et puis vous inoculent un œuf, vous pond un œuf dans le corps, et puis là, quand vous vous réveillez, vous apercevez de rien, sauf quand il éclore et ça explose dans le thorax.
c'est deux façons de l'alien pour se reproduire. Soit il vous kidnappe et il vous met dans un cocon et il vous pond les œufs directement dans votre corps, soit via le facehugger. Ça, pour les points forts de l'alien, donc, c'est qu'ils sont très résistants. C'est-à-dire que je vous leur mettrai des coups de barre en fer, ils ont une espèce d'exosquelette, une carapace, une coquille, qui va les protéger et ça leur ferait pas grand mal. Ils ont aussi une particularité, et pas des moindres, c'est-à-dire qu'ils sont très rapides, mais leur sang, si vous viendrez à les blesser, leur sang c'est de l'acide. Donc si le sang vous éclabousse, vous pouvez être gravement brûlé. Et donc si vous vous trouvez dans un vaisseau spatial également, donc c'est la plupart des cas dans les films des aliens, c'est pratiquement ça, c'est toujours dans un vaisseau spatial, l'acide peut ronger et percer la coque. Et on peut voir aussi que l'alien est parfois très intelligent. Je crois que c'est dans Alien 4, la résurrection, où il sacrifie un autre alien pour que le sang acide parte sur les chaînes qui retiennent l'alien pondeuse, je crois. Je fais peut-être une erreur, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, mais si je fais pas d'erreur, c'est ça. Ils en tuent un pour faire fondre les chaînes, le libérer, et donc libérer la reine. Donc ils sont très résistants, très rapides, ils peuvent se cacher dans un endroit sans que vous puissiez éventuellement le voir. Évidemment, si c'est dans un endroit petit comme ça, ici c'est une cave, ici je le verrai rapidement, mais dans un vaisseau spatial, s'il venait à se cacher, ou dans une grotte, il pourrait se mettre en boule quelque part, et vu qu'il bouge pas, il a la capacité à vraiment ne pas bouger, et vous ne le verrez pas. Il est très rapide, il est très coriace, il a du sang acide, mais par contre il a un point faible, c'est qu'il craint énormément le feu. Alors bien sûr, le seul moyen de le tuer par le feu, ce serait vraiment de le mettre dans une pièce incinérateur, ou alors de le faire tomber dans de la lave en fusion, comme un peu Alien 3. Mais il craint énormément le feu, et bien sûr les armes à feu. Tout ce qui est fusil, pistolet, tout ça, il craint. Voilà, mais le problème c'est que tuer un alien dans un vaisseau spatial, c'est donc répandre le sang et risquer aussi de vous tuer par la même occasion. Ça, c'était pour l'alien. En numéro 3, je mettrai un autre extraterrestre, ni plus ni moins que le Predator. Le Predator, alors c'est un monstre un peu particulier car lui ne tue toutes les espèces vivantes, il ne s'attaque pas aux humains en fait, pas que aux humains pardon. Il s'attaque à toutes les espèces vivantes, mais dans un seul but, les chasser. Il chasse uniquement les trophées. Il ne cherche pas à se reproduire, il ne cherche pas à les bouffer, il cherche que les trophées. Quand il tue un être humain, par exemple, il va soit prendre sa peau, soit prendre sa tête. Puis, généralement, avec la colonne vertébrale, il va s'en servir comme trophée dans son vaisseau. Je crois que c'est dans Predator 2 où on peut voir le vaisseau avec tout type de crâne qu'il a pu choper dans les diverses planètes ou les diverses espèces de la Terre. On voit même un crâne d'alien si je fais attention. Alors le Predator, lui, il est vraiment très fort. Alors, il est de forme humanoïde, sauf le visage. Il a un équipement vraiment plus perfectionné que les humains, parce qu'il a ni plus ni moins qu'une bombe atomique portative sur lui, au cas où il viendrait à se faire blesser gravement, entraînant la mort, donc il peut faire péter toute la zone avec lui. Il a une espèce de canon laser sur l'épaule. Bon, ça tire pas en mitraille, mais bon, par contre, ça fait exploser tout ce que ça touche. Il a également des couteaux et des espèces de frisbees à la Xena la guerrière qui peuvent vous tuer rapidement. Le Predator, il a également un avantage vraiment très important, c'est qu'il a aussi une tenue de camouflage. Il a une tenue de camouflage qui peut le rendre presque invisible, un peu comme Harry Potter avec la cape de visibilité. Donc ça le rend vraiment presque indétectable, surtout dans un environnement comme une forêt par exemple. Dans une ville, ça serait un peu plus facile, j'ai envie de dire, à le repérer que dans la forêt. Après, niveau intelligence, il est très intelligent, presque autant qu'un humain, voire plus. Donc il peut savoir à l'avance à peu près comment les piéger, si on comptait qu'il a une très bonne ouïe, d'abord compte. Pardon. Et il a aussi une vision, alors je sais plus si c'est des lunettes, il a une vision infrarouge, il peut vous détecter à la chaleur. Déjà ça fait vraiment des avantages vraiment surhumains, on va dire, vraiment qui le rendent vraiment presque immortel. Voilà, donc l'inconvénient c'est justement ça, c'est outre son équipement et ses capacités à voir, outre son équipement il devient pratiquement aussi faible qu'un humain. Et il peut être aussi fragile qu'un humain, une balle de fusil par exemple, ou une cartouche de chevrotine en viendra facilement à bout. Donc voilà pour le Predator qui est selon moi vraiment très coriace, surtout qu'ils sont rarement seuls, Mais par contre ils ont quand même une espèce de code de l'odeur. Donc comme on peut voir, alors je sais pas si on peut considérer Alien vs Predator comme un film, mais là où en fait les aliens et les Predators s'affrontent et les humains servent juste à faire reproduire les aliens en fait. Et on peut voir qu'une humaine,
vient à tuer un prédateur, un alien, pour sauver entre guillemets le prédateur, parce qu'elle a compris que les ennemis de mes ennemis sont mes amis. C'est dit dans le film en plus. Donc en tuant l'alien pour protéger le prédateur l'estime quelque part, donc lui fait une cicatrice et il lui donne une espèce de respect. Il ne tue pas la femme en question. Donc on peut voir aussi qu'ils ont une espèce de code de l'honneur. Bref, ça c'était pour le prédateur. Donc en deuxième position, on a un autre alien. Alors je ne sais pas si ça vient de l'espace, façon de parler, parce qu'on ne sait pas vraiment d'où ça vient. C'est la chose de John Carpenter. Je parle la chose du film originel. La chose de John Carpenter, c'est alors pas vraiment facile à expliquer. C'est une créature unicellulaire. C'est-à-dire qu'elle a la capacité, par exemple, si vous entrez en contact avec le sang de la chose, elle peut, s'il y a une petite plaie, rentrer dans votre corps, dans votre sang, et dévorer petit à petit vos propres cellules, vos propres globules blancs, vos propres organes, et prendre petit à petit l'apparence de votre propre apparence, vous absorber. Et la chose est vraiment ultra intelligente. Elle peut se confondre avec n'importe quel humain. D'ailleurs, c'est ça le problème dans le film, c'est justement que ça va attirer la paranoïa. Il va se comporter comme absolument n'importe quel humain. Il n'y a que quelques vraiment petits détails qui pourraient laisser paraître que c'est vraiment la chose et non votre ami. La chose se reproduit relativement rapidement, comme on peut voir dans le film. Il suffit par exemple de vous retrouver seul face à elle et elle vous envoie une espèce de tentacule, parce qu'il peut modifier un peu son corps, son ADN et tout ça. Il vous envoie des tentacules, il vous rapproche et petit à petit il vous absorbe et il peut vous absorber de cette façon et vous reproduire. Un exemplaire, 2 exemplaires, 3 exemplaires, autant qu'il veut. Il peut reproduire exactement tous les êtres vivants qui croisent, de l'insecte en passant par l'animal, le hamster s'il veut, le chien, comme c'est dans le film d'ailleurs, ou l'humain. Il est vraiment indétectable. Alors la chose est insensible aux armes à feu, vous allez lui tirer dessus mais ça ne va pas la tuer. Elle est insensible au froid dans le sens où ça ne va pas la tuer, mais par contre ça peut la bloquer. Étant donné que c'est un être cellulaire, donc d'ailleurs c'est comme ça qu'il est découvert, il était gelé dans le froid en fait. Et c'est comme ça qu'il a été découvert et ramené à la vie. Une fois que la chose se dégèle, hop, elle reprend vie et peut absorber des humains. Et donc elle peut également se reproduire, mais à une vitesse folle. Dans le film, je me rappelle plus, il y a un des scientifiques qui émet l'hypothèse qu'est-ce qui se passerait si elle atteindrait la civilisation, parce que dans le film ça se passe en Antarctique, je crois. Si je fais pas d'erreur, ça se passe en Antarctique, et il met l'hypothèse qu'est-ce qui se passerait si la chose arriverait dans une ville. Il faudrait à peu près, je crois, 1 semaine ou 2, pas plus, ou peut-être un mois maximum, pour que la chose ait détruit toute forme de vie sur la planète. Et donc c'est vraiment un monstre vraiment hyper dangereux. Alors la seule chose que craint la chose, ce serait le feu. Elle craint le feu parce que le feu détruit, le feu détruit tout ce qui est vivant. Les cellules brûleraient. Par contre, il faut vraiment les détruire avec le feu le plus longtemps possible, c'est-à-dire leur mettre le feu et le laisser partir en courant. Bon, vous avez l'impression de le tuer, mais une fois qu'il va tomber, ça va brûler que les cellules à la surface. Mais si le corps, les cellules mères, on va dire ça comme ça, peut-être la cellule cérébrale de la chose, je ne sais pas s'il en a une exactement, mais peut-être, tant que tant que les cellules ne sont pas totalement détruites, on va dire ça comme ça, elle reviendra à la vie. Comme c'est le cas du film La Chose en fait. Alors il faut voir le film La Chose et puis le film préquel de La Chose où c'est assez expliqué, où on voit en fait justement que c'est un corps qui a été détruit, un corps humain copié par La Chose qui a été détruit par le feu, il tombe dans la glace, il enterre, il pense que c'est fini, mais bon, c'est pas le cas. Le cadavre est trouvé par l'équipe de secondaire qui était là. Le premier c'était des Suédois, je crois, non, des Norvégiens, pardon. Des Norvégiens, et puis c'est des Américains qui trouvent le corps gelé et le dégèlent malheureusement en voulant l'étudier, mais ils ne savaient pas à quoi ils s'attendaient. Donc c'est ça le gros point faible de la chose, c'est le feu. Donc si on peut le maintenir dans la glace éternellement, il n'y a pas de problème, mais si on ne peut pas, c'est mort. Le seul moyen ce serait de le foutre au feu dans un crématorium par exemple, ou alors dans un incinérateur et attendre qu'il ne reste vraiment rien que des cendres. Et voilà, donc c'est ça vraiment le point fort de la chose, donc c'est qu'elle peut se reproduire très rapidement avec une moindre goutte de sang. Chaque cellule de la chose est un être vivant. Vous vous rendez compte de ce que ça donne
C'est comme si on vous dirait que dans une goutte de sang, une goutte de sang a sa propre vie, par exemple. Donc je dis une goutte de sang, c'est vraiment un globule rouge, par exemple, vit sa propre vie, peut se reproduire, etc. Voilà. Une cellule de la chose vit sa propre vie, donc une goutte, imaginez vous faites tomber une tasse de café remplie de sang de la chose, et c'est autant de gouttes de sang de la chose qui peut se reproduire et faire autant de créatures. Le point faible, c'est le feu, et éventuellement la glace. Et enfin, la première position, selon moi, alors c'est pas évident quand on fait des top 5 comme ça, de se trouver des monstres. Alors bien sûr, j'aurais pu vous dire le diable, Belzébuth, etc. Alors là, bien sûr, il n'y a rien de pire. Là, hop, top 5, on met le diable, c'est terminé. Mais il faut bien faire un tri, et on va pas dire le diable non plus. J'ai choisi de dire ça, de Stephen King. Oui, vous avez bien compris, ça, de Stephen King. Pourquoi ? Alors déjà, il faut savoir, enfin je vais pas vous spoiler le livre. Alors déjà, si vous n'avez pas lu le livre, vu le téléfilm, ou alors si vous avez envie de voir le film qui va sortir en septembre, je vous conseille de ne pas regarder ce que je vais dire. Je vais vous laisser donc 10 secondes pour éteindre la vidéo. Bon, si vous êtes toujours là, c'est que vous avez envie, vous avez déjà vu le film, ou alors vous avez envie que je vous spoil. Bref, pourquoi ça? Parce que déjà c'est un démon. C'est un démon qui vient apparemment du ciel. Il s'est écrasé sur la terre il y a plusieurs millions d'années et il vit dans une grotte qui plus tard deviendra la ville de Derry. Ça est un démon qui a une possibilité, c'est de contrôler les esprits des êtres plus ou moins faibles. C'est-à-dire que, par exemple, dans le livre, je vais vous dire ça, attention, spoil, dans le livre, ça contrôle absolument toute la ville. C'est pour ça qu'il peut tuer absolument qui il veut. Les enfants, c'est à peine si la police fait des recherches. Ils font des recherches, les enfants disparaissent, ils sont morts. Bon. C'est un tueur en série, voilà. Mais il ne cherche pas à comprendre que il ne cherche pas à chercher plus loin dans les égouts, dans les grottes et tout ça, il ne cherche pas. Il contrôle les esprits, par exemple, il peut pousser, comme dans le livre, c'est un peu moins dit dans le téléfilm, mais il peut pousser Henry Bowers, un humain, un méchant, à vouloir tuer les enfants, qui étaient adultes plus tard, mais il peut pousser certains humains à tuer d'autres humains ou alors à lui rendre service, si les humains sont assez faibles d'esprit ou du moins assez manipulables. Il peut absolument tout contrôler. Il a une force aussi de persuasion. Il peut vous persuader d'avoir peur, persuader de fuir. Il peut vous inciter à faire plusieurs choses. Il peut lire dans vos pensées. Pour moi donc, le top 1, c'est Gripsou le clown, suivi de la chose, suivi du Predator, suivi de l'alien, suivi des zombies. Donc voilà, ainsi se termine cet épisode de The Geeks Fight. Donc si vous n'avez pas vu tous ces films, je vous conseille de les télécharger. Comment? Oh non. Vous êtes en train de dire à des jeunes, à des millions, enfin 50 personnes qui vous regardent, vous les incitez à télécharger en toute illégalité les films d'une tierce personne, mais bon sang, c'est illégal, c'est un délit. Vous dépassez les bornes. To be alive. Ah mais je vais faire mon rapport. Et le rapport, Joujou. Et l'amende, elle va être salée. Je vous avais prévenu. L'amende, elle va faire. C'est qui va finir à la rue? C'est qui va finir au tribunal et avec une corde? Et oh. Bon, on va s'en débarrasser. Bouton secret et... Touchez pas à ce bouton là. Vous n'allez pas oser. Comme dirait Valérie, au revoir. Ah bah si. Voilà. Bien pratique cette trappe. Bref, bon, j'aurais pas dû dire le mot télécharger. Du moins, j'aurais dû préciser. Télécharger légalement les films ou les acheter en DVD ou en Blu-ray. Parce que ce sont vraiment de très bons films ou de très bons livres. Alors bien sûr, je vous conseillerais toujours, avant toute chose, la version livre. Par exemple ça, je vous conseillerais vraiment la version livre avant la version téléfilm ou alors le nouveau film qui va sortir en septembre 2017, donc, c'est-à-dire en septembre, là, en juillet. Donc de regarder le film. Je vous conseille vraiment le livre, c'est bien plus détaillé et vous ne serez pas déçus. Parce que même j'ai vu la bande-annonce du film, ça par exemple, rien que l'apparence du clown,
ça me laisse perplexe. Bref, ainsi se termine cet épisode de ce Geeks5 sur le top 5 des monstres les plus dangereux selon moi du cinéma et de la littérature. Je vous conseille, et j'aimerais bien d'ailleurs que dans les commentaires, vous me disiez d'ailleurs selon vous quels seraient les monstres qui seraient les plus dangereux. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu ou un pouce rouge si vous ne l'avez pas aimé, hein, c'est la règle du jeu. Et si vous avez aimé la chaîne, vous pouvez vous y abonner. Et sur ce, moi je vous dis au revoir, à bientôt pour un autre épisode.